Bon, au vu de ce qui s'est passé durant le dernier épisode, il me semble vital d'élaborer une ligne de conduite afin de mieux travailler dans une synergie saine et dénuée d'a priori et de dédain. De quoi? Il veut qu'on arrête d'être que des méchants avec lui. Et qu'on travaille en équipe. Ouais, bon, ça va, je suis désolé pour l'autre fois, c'est vrai que j'ai un peu exagéré, mais bon, pour ma défense, on n'était pas censé filmer ça. Non, mais ça excuse pas du tout ton attitude, ça. C'est même tout le contraire. Exactement. Je propose donc que dorénavant, les vidéos se feront dans le respect, sans insultes, et permettant à chacun de s'exprimer librement afin d'apporter ce qu'il estimera être un plus pour le contenu. Donc, fini de me museler quand j'essaye d'apporter à cette émission mon humour subtil et raffiné afin d'apporter un maximum d'auditeurs. Subtil et raffiné? Hey! J'ai rien dit. Par ailleurs, le choix du thème abordé sera choisi par l'ensemble de l'équipe et non imposé par ce spécialiste du domaine traité. C'est quand même pas ma faute s'il traîne à faire son format historique et que du coup il vient squatter chez moi. On travaille en équipe. Ce n'est pas ton émission, c'est notre chaîne. Mais prends un peu ma défense, toi aussi, au lieu de rester là sans rien dire. Afin de nous prouver ta bonne volonté, nous allons définir quel sujet sera abordé dans l'épisode 10 et tu feras la promesse qu'aucune insulte ne sera faite tout du long. Ça convient à tout le monde? Ouais. Ouais, bon, ok. Ouais. Tiens, au fait, on va bosser sur quoi aujourd'hui? La prison de Stanford. Quoi? Je rêve ou t'as accéléré mon générique? Il est trop long, tout le monde te le dit. Puis c'est notre générique. Tu te souviens? Mais On a assez traîné comme ça, alors arrête de te débiner et commence ton boulot. Allez, on se sort le doigt du cul et au boulot! Vas-y mollo quand même, hein. Synergie, synthé, tout ça, tu te souviens? Bon, vous vous rappelez l'expérience de Milgram. Previously in Le Dandy Bells. Non, on fait pas ça, c'est hors de question. Tu me donnes un ordre? Non. Je pose mon veto en tant que simple votant. Moi aussi. Oh mince. Comme quoi tout le monde est prêt à faire plus ou moins tout ce qu'on lui demande du moment que l'autorité qui lui demande est légitime et tout ça. La plupart des gens estimeraient que Milgram est allé un petit peu trop loin en poussant les gens à la torture fictive et que approfondir le sujet serait un petit peu too much. Mais le professeur Zimbardo n'est pas la plupart des gens. Déjà, il s'appelle Zimbardo. En effet... Bref, non, Zimbardo, lui, il estimait que Milgram avait fait un excellent boulot et qu'il fallait approfondir ça pour voir jusqu'où les gens étaient prêts à aller dans le sadisme et la soumission. Et donc, durant l'été 1971, le 17 août pour être exact, il recruta un groupe d'étudiants pour une simulation carcérale. L'idée était de créer deux groupes parmi ces étudiants. Certains seraient des gardiens de prison et d'autres des prisonniers. Et les rôles furent distribués de manière aléatoire. Un vrai aléatoire cette fois. Il n'y avait rien de faux, tout était vrai. Un détail qui aura son importance par la suite, c'est que les étudiants étaient payés pour participer à l'expérience. 15 $ par jour pour être exact. Ce qui équivaudrait à notre époque à 90 $ la journée. Donc ouais, c'est plutôt pas mal pour un job étudiant. Le but était d'étudier les deux groupes de manière différente. Dans le cas des gardiens, on voulait observer jusqu'où ils seraient prêts à aller pour obéir à l'autorité et réussir leur mission. Donc pour eux, c'est une version améliorée de l'expérience de Milgram. Pour celui des prisonniers, ils voulaient savoir jusqu'à quel point ils seraient prêts à subir des humiliations pour le bien de l'expérience. Et pour le fric. Non. Zimbardo a trouvé un moyen par la suite d'écarter le facteur pécunier de l'expérience. Mais on en reparlera tout à l'heure de ça. Donc, je le répète, tout le monde a commencé l'expérience en toute connaissance de cause. Ils savaient en quoi consistait l'expérience, on ne leur a menti sur rien et surtout, ils savaient où étaient leurs limites. Juste avant le début de l'expérience, tous les gardiens ont eu un briefing où on leur a expliqué quelle était leur mission et surtout quels étaient les moyens qu'ils avaient à leur disposition pour y parvenir. Leur unique objectif était de maintenir l'ordre et d'empêcher toute forme de mutinerie ou d'évasion durant les 2 semaines de l'expérience. Si vous trouvez ça court, attendez de voir la suite. Pour ce faire, ils avaient le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires mais sans jamais passer par de la violence physique. Je précise bien physique, hein.
Pour ce qui est des violences psychologiques, on ne leur a rien dit. En même temps, dans les années 70, la violence psychologique, c'était pas un fait établi à 100%. Ils portaient tous une matraque à leur ceinture leur permettant d'intimider les détenus, mais n'avaient pas le droit de s'en servir. Et ils avaient également des lunettes de style police américaine afin de pouvoir regarder les détenus sans croiser leurs regards. Pour ce qui est de l'autre groupe, on leur a juste dit qu'ils allaient être prisonniers durant 2 semaines, qu'ils étaient libres d'abandonner quand bon leur semble, et qu'ils pouvaient rentrer chez eux, on les convoquerait durant la semaine pour commencer l'expérience. Mais ce qu'on ne leur avait pas dit, c'est que la police travaillait en partenariat sur ce coup-là. Du coup, ils se sont retrouvés en plein milieu de la nuit à être arrêtés par des flics et à subir toute la procédure d'une arrestation. Comme si c'était vrai. Coco Gadget à l'état d'urgence. Et pourquoi avoir fait un truc aussi trash? Afin de rendre ça plus immersif. Et d'ailleurs, ça a marché, parce que le lendemain, l'un des détenus a cru que c'était une vraie arrestation, et il a créé une vague de panique parmi les autres. Attends. Le type signe un contrat pour une expérience scientifique se passant dans une prison, et se fait arrêter dans la même semaine, et il fait pas le lien. Ce sera pas un peu... Wow, c'était quoi ça? On est une émission tout public ici. Pour une fois que c'est pas moi qui t'ai coupé. Une fois arrivé dans la prison, il ne portait qu'une simple chemise longue, ainsi que des tongs volontairement confortables et une sorte de bas sur la tête, afin de simuler un crâne rasé. Ah, et sur la chemise, il y avait un numéro, avec lequel les gardiens les nommaient. Oui, en effet, ils avaient même droit à un numéro à la place de leur prénom. Ah, et dans la cellule, il y avait juste un matelas à même le sol. Mais c'est horrible! Faut pas exagérer non plus, ils essayaient juste d'aller à fond dans leur jeu de rôle. Le but de toutes ces méthodes, à l'éthique plus que limite, était de créer une situation stressante dès le début, afin de pouvoir observer directement quelque chose de scientifiquement valable, parce que le souci c'est qu'ils craignaient qu'en 2 semaines il ne se passe pas grand-chose sinon. Après seulement 36 heures, il y a eu une vague de protestations parmi les détenus. Ils ont enlevé leur bonnet, arraché leur numéro et se sont barricadés dans leur chambre en mettant le matelas contre la porte. Et là, les gardiens ont tout de suite réagi. Déjà, ils ont maté les détenus à coups d'extincteur. Hein? T'avais pas dit sans violence? Quoi? Non, je veux dire qu'ils ont utilisé les extincteurs sur eux. Et après, ils les ont isolés et ils ont pris les matelas des cellules pour les punir. Bon, jusque-là, rien de bien innovant, on est dans du classique. Mais c'est ensuite, pour éviter une nouvelle révolte, ils ont eu une idée. Une très bonne idée. Tellement intelligente qu'elles ont été utilisées dans de vraies prisons par la suite. Toujours maintenant. Ils vont créer 2 types de cellules. L'une avec absolument rien, même pas un matelas et juste un seau pour faire office de chiotte. Évidemment, j'ai une conscience. Je vous ai mis des chiottes dans la cage. Et le deuxième type de cellule était beaucoup plus confortable. Il y avait le lit, il y avait des toilettes, bref, c'était mieux. Et ensuite, ils ont réparti les détenus en fonction des cellules. Je vois pas ce qu'il y a d'innovant dans le fait de punir les fortes têtes et de récompenser les plus dociles. Sauf qu'ils ont fait l'inverse. Hein? Ils vont dorloter une bonne partie des leaders de la révolte afin que les gens pensent qu'ils ont fait un pacte et qu'ils sont devenus des indiques. Et ainsi, plus de leaders, plus de révolte. Et ça va marcher! Mais c'est après que ça va massivement partir en sucette. En effet, les gardiens vont très vite prendre très au sérieux leur mission. La situation dégénéra tellement que l'un d'entre eux eut un craquage psychologique, à un tel point que les observateurs ont décidé de le retirer de l'expérience avant que les dégâts deviennent irrémédiables. Mais le remplaçant, venant fraîchement d'arriver et trouvant la situation insupportable, tenta une nouvelle mutinerie. Tout le monde le laissa seul. Autant dire que les gardiens l'ont bien fait morfler à celui-là. Quand je dis que c'est parti en vrille, je déconne pas, c'est vraiment allé loin. Certains détenus se sont retrouvés totalement nus, à subir des lynchages, à être humiliés. Durant la nuit, les gardiens pensant ne plus être filmés, à tort, ils se mirent à maltraiter les détenus, leur forçant, par exemple, à nettoyer les chiottes à la main. Littéralement à la main, sans brosse. Privation du sommeil, pompe à répétition, appel à toute heure du jour et de la nuit. Jour. Nuit. Jour. Ce sont des jets de monstres. Ce sont des monstres. En effet... Ils ont même créé une boîte qui faisait office de cellule d'isolement. Et s'ils ont rien fait? Si. Ils ont proposé un deal avec les détenus. S'ils acceptaient de renoncer à l'expérience et de l'argent, ils pouvaient partir. Et une fois que certains ont accepté le deal, ils l'ont retiré. Du coup, les détenus se sont retrouvés à devoir continuer l'expérience sans être payés.
Ouais, ce coup-là, il était bien dégueulasse. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont même pas bronché. Ils sont retournés dans leur cellule sans se plaindre, comme de parfaits petits moutons. Les psys ont qualifié l'attitude de certains gardiens de sadique. Médicalement parlant. Hein. À l'heure actuelle, on parlerait tout simplement de torture. Mais comment les psys ont pu laisser la situation dégénérer à ce point? Les psys? Non, mais il n'y a pas que les psys. Personne n'a réagi. De tous les gens qui entouraient l'expérience et les cobayes, personne n'a rien dit. Notamment un prêtre qui est venu dans la prison, ou alors d'autres psychologues hors de l'expérience, certains étudiants en psychologie qui venaient observer la mise en place d'une expérience. Personne n'a rien dit. Tous des cinglés. Même les parents n'ont pas sourcillé en allant leur rendre visite et voyant l'état déplorable dans lequel étaient leurs enfants. Personne n'a réagi face au traitement fait aux prisonniers. Personne. Sauf une. Toutes, non. Il y a une personne qui a réagi. Christina Malak, la compagne de Zimbardo. Décidément, ils étaient faits pour s'entendre ces deux-là. Étant elle-même psychologue, elle était venue rendre visite et voir le travail de son compagnon. Et face à l'horreur de ce qu'elle a vu, elle l'a menacé d'une rupture si jamais il n'arrêtait pas tout de suite l'expérience. Et il a obéi. Ouf, tout ça en 2 semaines seulement? Une. Quoi? L'expérience n'a duré qu'1 semaine avant d'être annulée. En 7 jours. La situation s'est dégradée à ce point en 7 jours. Par contre, quand je dis que Zimbardo a cédé à la menace de sa copine, c'est pas exactement ça, non. En fait, c'est la menace de sa copine qui lui a fait réaliser à quel point l'expérience était allée trop loin. C'est face à la réaction de sa femme qui s'est dit « Oula, il y a quelque chose qui cloche ». En effet, lui, comme tout le monde, s'est vraiment pris au jeu. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réaction. Les observateurs n'ont pas pu rester neutres et ont commencé à y croire. Mais vraiment. Cette expérience a montré non seulement à quel point on pouvait très, très vite devenir des monstres, et surtout la passivité à laquelle on peut avoir face à un tel spectacle. Oui, un truc que j'ai pas encore dit, mais tous les étudiants qui participaient à l'expérience avaient d'abord fait des tests psychologiques, hein, donc techniquement, ils étaient tous parfaitement sains d'esprit. En tout cas avant. Ce changement en monstre sadique et cruel au nom d'une autorité et par un dévouement total envers elle, ça porte un nom maintenant. On appelle ça l'effet Lucifer. Donc voilà, là on est clairement dans ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Un autre point que cette expérience a démontré, c'est à quel point et à quelle vitesse un homme peut devenir un parfait petit mouton totalement soumis et dénué de personnalité. Ce sont les étudiants qui ont employé ces termes pour se décrire. Les détenus, hein, pas les gardiens. Mais pourquoi tu voulais pas faire cet épisode au fait? Il est parfaitement en continuité avec celui de 1000 grammes. Parce que cette expérience est un total fiasco et il y a autant de valeur scientifique qu'Aristote. Hein? C'est un très mauvais scientifique. Hein. Il a dit des conneries monumentales qu'on a cru pendant des milliers d'années comme étant vraies. Ah. Sans déconner, je ne pourrais pas vous parler de tout ce qui cloche dans cette expérience, tellement la liste est longue, il me faudra un épisode tout entier rien que pour ça. Bon, c'est pas comme si on avait un planning chargé, hein. Je peux pas dire, mais on a déjà eu une panne d'aspiration après 9 épisodes seulement, alors on peut bien couper celui-ci en 2. Pas faux. Salut, salut!